Monsieur le garde des Sceaux vient de m'appeler. Il doit se rendre sans délai à Nice, où vient d'avoir lieu une attaque. Une attaque au couteau qui a fait plusieurs victimes et qui a tout lieu d'être un attentat terroriste. Il m'a demandé de vous transmettre son salut républicain. Il voulait aujourd'hui présenter devant nous, ici, à l'occasion du grand atelier, les mesures que son ministère entend mettre en place pour le confinement. Mais vous l'avez compris, les circonstances s'imposent. Je vais donc m'exprimer devant vous directement et d'abord, bien sûr, exprimer au nom de tous les avocats de France notre solidarité, notre soutien pour les victimes et leurs familles. Les avocats, vous le savez, sont toujours présents pour défendre la République, pour défendre la démocratie, pour défendre les libertés contre toutes les formes d'obscurantisme et de barbarie. Alors, pour marquer notre soutien, pour marquer notre détermination à toujours lutter pour l'état de droit, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence en mémoire des victimes. Je vous remercie. Madame la Présidente de la Conférence des bâtonniers, chère Hélène, Monsieur le bâtonnier de Paris, cher Olivier, Madame Nathalie Roret, nouvelle directrice de l'ENM, ancienne vice-bâtonnière de Paris, qui a siégé au bureau du Conseil national des barreaux. Madame la vice-présidente élue du Conseil national des barreaux, chère Catherine Jonathan Duplat, j'en profite pour vous remercier parce que c'est grâce à vous que cet événement a lieu ici aujourd'hui. Merci. Monsieur le vice-président élu du Conseil national des barreaux, monsieur Jean-Luc Forget, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les membres élus du bureau du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil national des barreaux, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voici réunis dans de bien étranges circonstances. Il y a quelques mois, nous envisagions de nous retrouver à plusieurs milliers, porte de Versailles, pour ce qui devait être la plus grande des conventions nationales de toute une profession unie. Et en fait, nous sommes plus de 5000 aujourd'hui réunis grâce au numérique, malgré quelques aléas. Oui. Il y a quelques mois, les avocats unis étaient en grève. Une grève que soutenait un certain Éric Dupond-Moretti sur les plateaux de télévision. Il y a quelques mois, nous avons basculé dans une pandémie qui a fait vaciller notre pays, qui a fait vaciller la justice, qui a fait vaciller toute notre profession, avec, je dois le dire, un premier confinement désastreux pour la justice. Une justice à 164 vitesses, puisque chaque juridiction décidait de son propre plan de continuation d'activité. Une justice qui a bégayé,
Une justice qui a trébuché sur ses valeurs, notamment, et pour ne citer qu'elle, la détention provisoire. Alors je le dis très clairement, nous ne voulons pas vivre de nouveau le pire, alors que le reconfinement est de nouveau notre quotidien. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui au garde des Sceaux. Nous ne voulons plus de bricolage, nous ne voulons plus d'improvisation, celle qui a arrêté la justice, qui a arrêté nos cabinets. La moitié des avocats en exercice individuel étaient totalement à l'arrêt en mars et en avril. 2 mois blancs. 2 mois blancs. Un quart des avocats ne se sont pas versés de rémunération pendant ces 2 mois. Alors oui, je le dis, les avocats ne survivront pas à un deuxième échec. Il y a quelques mois, nous plaidions tous, et notre alors confrère Éric Dupond-Moretti avec nous, nous plaidions tous pour les libertés et les droits de la défense, pour ce droit de les défendre tous. Et nous voilà réunis, alors que le terrorisme frappe encore à Nice. Après que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de l'instruction obligatoire, dans le pays de l'école publique et laïque, un enseignant a été assassiné, décapité, pour avoir fait un cours sur la liberté d'expression. Ce cours a eu lieu le jour même où le Conseil national des barreaux, pour la 3e année consécutive, dans le cadre de cette mandature, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, a organisé la journée du droit dans les collèges, où nous nous sommes rendus dans plus de 200 établissements, avec des centaines et des centaines d'avocats bénévoles, pour aller parler des libertés aux côtés des enseignants. Les avocats, comme tous les Français, sont dévastés par cet attentat odieux, et les avocats sont décidés, plus que jamais, à porter les valeurs de notre République. Nous avons d'ailleurs proposé au ministre de l'Éducation nationale de rééditer cette rencontre dès qu'il le souhaitera, pour aller à la rencontre des collégiens, aux côtés des enseignants. Alors oui, notre pays est déstabilisé. Nos valeurs sont attaquées. Notre économie vacille. Et les Français, ils ont peur. Ils ont peur pour leur santé. Ils ont peur pour leur emploi. Ils ont peur pour leur avenir. Ils ont aussi peur de l'avenir de leur démocratie. Ils ont peur du devenir de notre République. Alors oui, tout vacille. Tout vacille, alors quand tout vacille, il reste le droit. Oui, il reste le droit. Alors parlons de droit. Lors de sa passation des pouvoirs, le garde des Sceaux a déclaré très fort. Il a dit qu'il entendait être le ministre des libertés publiques. Ces mots ont été prononcés alors que notre pays vivait sous le régime de l'état d'urgence sanitaire. Un état d'urgence, on le sait, qui devient un état du quotidien. Parce que si l'on regarde bien, sur les 5 dernières années, les Français auront vécu sous le coup de l'état d'urgence de novembre 2015 à novembre 2017 et quasiment l'intégralité de l'année 2020. Alors je pose la question, est-il indispensable d'utiliser systématiquement des voies d'exception dès que nous sommes face à un péril collectif ? D'autres pays proches de nous ont fait des choix différents.
Ils n'ont pas démérité dans la lutte contre la pandémie. Et regardons, concernant le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, 17 lois d'exception ont été votées en 15 ans. Est-ce qu'elles ont permis de juguler le terrorisme, la menace? Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, disait, pas plus tard que ces derniers jours, dans un journal du soir, au sujet de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, je vous lis, « En temps de paix, la République n'a jamais connu une telle restriction des libertés et il estime que la banalisation de mesures restrictives des libertés n'est pas admissible. » Alors oui, déjà, bien avant la Covid, nous, avocats, et tous ensemble, nous réclamions un rééquilibrage en faveur des libertés publiques. Parlons de droit. Alors parlons des avocats, parlons des magistrats. Je salue la décision prise par notre garde des Sceaux de se déporter en tant que ministre au profit du Premier ministre pour toutes les décisions relevant des affaires relatives à ses missions passées d'avocat. Avec le décret du 20 octobre dernier qui organise ce transfert au Premier ministre, j'espère sincèrement que toutes les conditions d'un dialogue serein seront de nouveau réunies entre magistrats et avocats. Ce dialogue est important, mais je tiens à le dire, nous n'avons jamais cessé de l'entretenir. Et preuve en est la conférence qui s'est tenue ici même, sur ce plateau, en présence des représentants des deux principaux syndicats de magistrature, l'USM et le syndicat de la magistrature. Ce dialogue est essentiel. Il est essentiel parce que les affaires, les procédures, aussi médiatiques soient-elles, ne doivent jamais faire oublier les sujets de fond, ceux qu'il nous faut absolument traiter. Alors, oui, il faut le redire, il n'est pas admissible que des dizaines d'avocats aient pu voir leur fadette épluchée, leurs contacts surveillés, leurs clients épiés. Il faut, oui, une réforme législative d'ampleur pour enfin, définitivement, durablement, pleinement protéger le secret professionnel. Et si notre garde des Sceaux veut se saisir sans attendre de ce sujet, alors qu'il s'oppose clairement à l'ordonnance de transposition de la directive d'Axis, elle percute le secret professionnel en matière fiscale et elle n'a pas encore été ratifiée. Nous ne pouvons pas aussi, collectivement, laisser l'enquête préliminaire s'imposer comme une boîte noire de la procédure pénale, sans contradictoire, sans que la défense ne puisse intervenir. Il faut faire entrer la lumière dans l'enquête préliminaire et nous y avons tous intérêt, les avocats, les magistrats, le Parlement, le gouvernement, nous y avons tous intérêt. Ce sont des réformes urgentes, ce sont des réformes essentielles. Elles ne peuvent pas être prises en otage par un conflit ouvert entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et j'espère, oui j'espère vraiment que ce conflit est désormais derrière nous et que nous allons pouvoir avancer dans des réformes qui sont indispensables à la reconquête de l'état de droit. Alors oui, nous, les avocats, nous devons appeler au calme
Nous devons appeler à l'apaisement, au dialogue, à la construction concertée des réformes, parce que si elles sont bonnes pour la justice, alors elles sont bonnes pour le pays. Et pour qu'une réforme soit bonne, pas de surprise, il faut qu'elle soit financée. Alors, parlons du budget de la justice pour 2021. Le ministre de la Justice a présenté un budget historique en hausse de 8%, pour un montant de 8,2 milliards d'euros. 8,2 milliards d'euros. Le chiffre est impressionnant. Il donne le vertige. Mais nous sommes des avocats et comme tous les avocats, rien ne nous impressionne. La loi de programmation pour la justice, votée par le Parlement en 2018, avait prévu pour l'année 2021 un budget en crédit de paiement de 8 milliards d'euros. Le budget présenté, quand on regarde ce chiffre, démontre tout simplement que la hausse n'est pas de 8%, mais qu'elle est de 2,5% par rapport aux engagements qui ont été pris par le gouvernement devant le Parlement dans la loi de programmation pour la justice. Et il faut aussi rappeler qu'en 2020, il manquait 115 millions d'euros par rapport aux engagements de la loi de programmation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget 2021, il rattrape aussi ce retard. Donc, si on réintègre l'ensemble de ces données, si on réintègre les 115 millions, eh bien l'augmentation, elle n'est pas de 8%, elle n'est pas de 2,5%, elle est de 1% par rapport à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice. Et je vous invite à mettre ça en relief avec l'inflation pour 2021 qui est de 0,6%. Et si on regarde en détail ce budget, regardons l'aide juridictionnelle. Oui, l'aide juridictionnelle. Nous savons tous, ici, que pour en finir avec le travail à perte des avocats, il faudrait doubler la valeur de l'UV. Cela donne à périmètre constant un chiffre de 500 millions d'euros de plus. 500 millions d'euros de plus. Le rapport Perben propose 100 millions d'euros. Le projet de budget nous dit 54 millions d'euros et nous dit, cela a été rappelé à l'occasion de la table ronde tout à l'heure, une augmentation qui doit être lissée sur 2 ans, 2021 et 2022. Ça veut dire que concrètement, c'est un maximum de 27 millions d'euros pour 2021. Donc vous le voyez, malgré les efforts de notre ministre, le compte n'y est pas, avec 54 millions d'euros. Et puis j'ajoute qu'il ne faut même pas regarder ce budget à plat. Il faut le regarder dans la dynamique de la dépression qui guette notre pays. Est-ce que ce budget a intégré les conséquences de la crise sociale, de la crise sanitaire, sur le nombre de personnes éligibles à l'AJ? Je vous le dis, la réponse est non. Le Monde titrait, il y a une semaine à peine, qu'il y aura 1 million de nouveaux pauvres qui vont rejoindre dans notre pays les 9,3 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et ces citoyens doivent pouvoir accéder aux droits. Et on n'a pas anticipé la réponse à leur apporter. Et ça, c'est sans compter sur les effets du reconfinement.
Alors oui, il faut sauver l'accès au droit, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. L'aide juridictionnelle, ce n'est pas une marotte des avocats. C'est la condition de l'accès aux droits de nos compatriotes les plus démunis qui seront demain, malheureusement, de plus en plus nombreux. Et je le dis clairement, il ne faut pas venir demander aux avocats de nouveaux efforts ou des compensations ou je ne sais quel donnant en échange de moyens supplémentaires. Ce n'est pas admissible. Les compensations, les avocats en donnent depuis des années, en travaillant à perte et en subissant des délais de paiement que aucun salarié, aucun fonctionnaire, aucun entrepreneur n'accepterait. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut prendre notre part au financement de ce service public, alors que c'est nous qui le portons à bout de bras depuis des années et des années. Nous n'échangerons rien contre la réévaluation de l'aide juridictionnelle, parce que cette aide, le gouvernement, il la doit pas aux avocats, il la doit à la nation, il la doit aux citoyens, il la doit aux justiciables. Des avocats qui financent ce service public en lieu et place de l'État. Il faut que cela s'arrête. Des avocats qui en ont assez de financer les réformes que décident unilatéralement les gouvernements successifs. Alors, là aussi, sur ce point, nous attendons également, avec l'arrivée d'un nouveau garde des Sceaux, un changement de méthode. L'aide juridictionnelle, vous l'avez compris, elle ne se marchande pas. Ou alors c'est qu'on ne la considère pas comme un service public essentiel. La justice, d'ailleurs, il faut le constater, elle n'a pas été jugée comme étant un service public essentiel pendant le confinement. Nous redoutons qu'avec le reconfinement, les tribunaux ne se retrouvent dans la même situation qu'en mars, démunis. Les magistrats nous l'ont dit, ils nous l'ont redit hier encore, à l'occasion de la table ronde, qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de travailler à distance. Et pour les greffiers, c'est encore pire. Est-ce que la chancellerie a planifié un plan de continuation d'activité des juridictions pendant cette nouvelle période qui s'ouvre? Moi, j'ai peur que non. Et j'en prends pour illustration les déclarations hier dans le journal L'Opinion de la secrétaire générale du syndicat général des greffiers. Je vous la cite. « Seuls 7% d'entre nous sont équipés en informatique qui peut fonctionner avec les juridictions. 7%. Nous n'avons accès à aucun logiciel en matière civile ou sociale. La chancellerie n'a jamais voulu entendre parler de télétravail et nous annonce un groupe de travail en décembre. Décembre. Mais le reconfinement, c'est aujourd'hui. Les services du ministère de la Justice ne nous ont pas appelés pour anticiper un éventuel nouveau confinement. En mars, je le redis, la moitié des avocats ont dû arrêter de travailler pour cause de rupture de la continuité du service public dans les juridictions, hors audience et procédure d'urgence. Au même moment, en mars, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, les avocats étaient considérés comme des key workers, des acteurs essentiels. En France, oui, je le redis encore, la justice n'a pas été considérée comme un service prioritaire. Les avocats non plus. Et cela en dit long de la considération que peut avoir l'exécutif pour la justice. Mes homologues rassemblés au sein du G7 des avocats, qui est un groupe d'engagement désormais reconnu officiellement au sein du G7, mes homologues étaient tout simplement stupéfaits de cette indifférence. Alors nous devons apprendre de ce précédent malheureux et nous sommes disponibles
Je l'ai souvent dit, je le redis, nous sommes disponibles au Conseil national des barreaux pour aller à la chancellerie, même en urgence. Nous répondons à n'importe quelle heure pour échanger avec les services, pour échanger avec les magistrats, pour définir ce que nous pourrions mettre en œuvre pour empêcher une paralysie de l'institution judiciaire. Mais je le demande aujourd'hui solennellement, très solennellement. Demain, les juridictions doivent pouvoir poursuivre leur activité. Demain, les cabinets d'avocats doivent pouvoir continuer à travailler et à recevoir leurs clients. Demain, les avocats doivent pouvoir circuler pour assurer leur mission. Et demain, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Parce que les avocats, ces indépendants qui ne bénéficient d'aucune protection sociale, doivent avoir droit demain aux indemnités journalières liées à la Covid, à la garde d'enfants malades, comme cela a été le cas lors du premier confinement. Les magistrats, les avocats, les greffiers ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu au mois de mars et avril dernier. Nous sommes des métiers essentiels à la continuité de la nation et à la vie démocratique. Et il appartient à notre garde des Sceaux de le faire reconnaître. Encore une fois, notre profession ne survivra pas à un deuxième arrêt, même partiel, des juridictions. Au civil comme au pénal, parce que oui, le civil a été le grand négligé du premier confinement. Et ce que je dis, c'est un avis largement partagé. Avocats, magistrats, greffiers. Les placements d'enfants, les décisions des juges aux affaires familiales, les prud'hommes, tout cela, mais tout cela est tellement essentiel pour nos concitoyens. La profession d'avocat, elle a anticipé, elle continue d'anticiper, dans des circonstances souvent difficiles, mais elle continue à investir. Je voudrais rappeler qu'en 3 ans, le Conseil national des barreaux a consacré 15% de son budget à un plan d'investissement numérique. Pourquoi faire ? Pour mieux communiquer avec les juridictions via le RPVA, pour que les avocats puissent mieux communiquer avec les justiciables via avocat.fr, qui est la première Legal Tech de France, qui réunit 15 000 avocats, avec ce nouvel outil, le IASSP, qui permet à n'importe quel cabinet de numériser en toute sécurité la signature de n'importe quel acte. Et je pourrais décliner encore. Mais il y a ces investissements faits par la profession. Et nous, ce que nous attendons, c'est l'effort symétrique et proportionné de la chancellerie. Le garde des Sceaux a pris la tête d'un ministère qui est sous-doté. Nous en avons conscience. Mais nous ne pouvons pas nous y résigner. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la fameuse CEPEJ, qui s'est déjà illustrée en énonçant les règles éthiques à respecter pour le développement des algorithmes dans la justice. Donc la CEPEJ, elle vient de publier son nouveau rapport sur l'effort qui a été réalisé par les États membres de l'Union européenne pour leur justice. Et qu'est-ce qu'on voit ? On y voit que la France consacre 69,5 € par habitant à la justice, contre 131 € pour l'Allemagne. Et si on veut comparer avec des États qui ont un PIB comparable à celui de la France, eh bien, on constate que la moyenne, elle se situe à 84,3 €. Bref, la France, elle décroche. Elle décroche malgré tous les efforts.
Et pourtant, il faut avancer, et nous le savons, le ministre a peu de temps. Alors nous lui demandons, quel est son calendrier pour les réformes qu'il annonce régulièrement? Quel est ce calendrier? Je voudrais rappeler que sur son bureau, comme sur celui de son prédécesseur, Madame Belloubet, il y a près de 300 propositions qui ont été formulées, qui ont été votées par les élus du Conseil national des barreaux. Oui, beaucoup de propositions qui ont fait l'objet de rapports, de débats, de votes. 300 propositions dont 40 ont été élaborées directement par les avocats dans le cadre des états généraux de l'avenir de la profession. Nous avons pris de l'avance. Nous aimerions que la chancellerie se saisisse de ces propositions qui ont l'adhésion de la profession. Elles valent mieux que toutes les commissions, surtout quand le temps presse. Parce que notre pays n'a plus le temps, n'a plus le temps de se permettre une justice qui végète, une justice qui procrastine, une justice qui se ratatine. Notre justice n'a plus le temps, ni les moyens d'attendre des rapports de commissions successives qui ne font qu'entériner des propositions qui sont sur la table et qui sont sur la table depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Les commissions Perben et Clavel-Haïry sur la formation ont fait un travail intéressant, bien sûr, mais ce que je note, c'est qu'elles reprennent à 90% les propositions que le Conseil national des barreaux a mis à l'agenda du ministère ces 3 dernières années. Alors pourquoi nous perdons autant de temps? Pourquoi toujours repousser le temps de l'arbitrage politique et de la décision? Monsieur le ministre nous annonce de nouvelles commissions. Alors, pendant que des commissions se mettent en place pour examiner souvent nos propositions, les avocats, eux, ont pris leurs responsabilités. Depuis 3 ans, ils ont réalisé l'unité de la profession. Depuis 3 ans, ils parlent d'une seule voix. Grâce au concours, et je veux la saluer, elle est ici présente, Madame la bâtonnière, Marie-Aimée Perron, grâce au président de la conférence des bâtonniers, Monsieur Jérôme Gavaudan, puis de leur successeur, Hélène Fontaine, Olivier Cousy. Depuis 3 ans, oui, les avocats, unis, responsables, ont banni la confusion. Et celui qui rompra cette unité en prendra toute la responsabilité. Les avocats attendent beaucoup de cette unité. Et les avocats attendent aussi de l'État qu'il joue son rôle, tout son rôle, rien que son rôle. Et ce rôle, c'est quoi? C'est relever la justice et pas de réformer la profession d'avocat malgré elle, parce que la profession d'avocat n'a pas attendu l'État pour se réformer. Le rôle de l'État, c'est accompagner, c'est soutenir les réformes concertées avec et par les corps intermédiaires et par les institutions représentatives, pas de les contourner, pas de les mépriser. Et parfois même, j'ai envie de le dire, il ne faut pas les humilier. Le rôle de l'État, c'est d'écouter ce que les citoyens ont à dire, ce que les corps intermédiaires ont à dire, et tous les acteurs de la société civile. Le rôle de l'État, plus que jamais, consiste désormais à apaiser, à créer les conditions de la confiance, à assumer le dialogue qui permet au pacte social et républicain de tenir. Le rôle de l'État, et c'est celui de notre garde des Sceaux aujourd'hui, c'est de renouer le fil, un fil d'Ariane, ce fil qui doit relier les citoyens avec la raison républicaine. Je vous remercie.
Merci à tous. Je remercie tous les participants. Merci à vous qui êtes en présentiel. Et merci, on m'annonce plusieurs milliers de participants en ligne. Merci beaucoup.